Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons faire cap sur les Cameroun. Nous allons nous poser la question. Paul Biya a 86 ans. 93 ans. 93 ans et de nouveau candidat à la présidence au Cameroun. La question est pourquoi faire? Et pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Chongi Frédéric, analyste politique. Bonsoir Frédéric. Merci de me recevoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir pour moi. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit peu, beaucoup de Djiboutiens, beaucoup d'Africains oublient un petit peu la situation au Cameroun. Cameroun, on le connaît sur le football, sur les sports, mais sur l'aspect politique, l'économie, les pays est moins connu. Alors, pour nous expliquer un petit peu les Cameroun, nous avons regardé un petit peu sur l'aspect politique et nous avons vu un pays de 28 millions 369 partis politiques. Ils font quoi au Cameroun avec tant de partis politiques? Non, je pense que ce sont des micro-partis qui, enfin pour la plupart, l'immense majorité, qui ont plus vocation à être localement déployés pour pouvoir fédérer la population lorsqu'il y a des grandes élections, sans doute pour reverser ça vers des plus grands partis politiques et leur dire, voilà, nous sommes une force locale et nous pouvons vous aider pour les élections. Alors, pour le plus grand parti, c'est le RDBC. Tout à fait. Apparemment, à part les dernières élections, le 9 février, il y avait presque 152 députés. Tout à fait. Et il y a combien de députés? 180. 180. 180 au Cameroun. D'accord. Donc, 180 députés. Et comment ils ont perdu le reste? Les 28... ceux qui sont, ils sont du PCRN, ils sont aussi d'autres factions, SDF aussi. Toujours dans la même coalition qui soutiennent le président? Pas forcément. Non. Pas forcément. Voilà, il y a aussi à l'intérieur quand même des partis dissidents, des députés dissidents. D'accord. Qui ne sont pas dans la majorité. De l'autre côté, on entend souvent que le Cameroun est déchiré par une guerre, on va dire, fratricide. Tout à fait. Entre les francophones et les anglophones. Tout à fait. On n'entend pas souvent. Est-ce qu'il y a des possibilités que cette situation se règle un jour ou pas du tout? C'est très difficile parce que c'est comme je l'avais évoqué précisément sur d'autres plateaux, c'est une guerre idéologique. Et une guerre aussi où les anglophones se sentent lésés par rapport aux francophones au niveau administratif, au niveau aussi de l'enseignement et dans la langue qui est promulguée au Cameroun qui, de leur point de vue, on devrait mettre aussi l'anglais dans les tribunaux camerounais, dans les différentes instances camerounaises. Donc, tant qu'il n'y aura pas ces changements-là, ce sera difficile. Mais on se rend compte que le conflit a pris une nouvelle dimension. Parce qu'il s'est, c'est-à-dire groupusculisé, si je peux me permettre le terme. Donc, ce sont plus des exactions qui arrivent que réellement ces revendications qui étaient à la base du conflit. Est-ce que ces revendications anglophones, francophones, est-ce qu'il y a des bases d'air? Parce qu'en Afrique, souvent, c'est des clans, c'est des tribus, Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est imbriqué à des problèmes tribaux ou à des problèmes claniques? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, les anglophones, la partie anglophone, c'est le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il veut dire qu'eux, ils souhaiteraient être rattachés au Nigeria parce qu'ils se sentent beaucoup plus proches au niveau du Nigeria, déjà de la langue. Vous savez, au Nigeria, on parle anglais. Mais aussi peut-être dans la manière de penser, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont revendiqué, la manière de penser, la manière de fonctionner. Ils se retrouvent plus du côté anglo-saxon que du côté francophone. Donc oui, effectivement, c'est des guerres ethniques qui se passent. C'est une revendication ethnique. C'est les Yoruba, c'est les gens qui sont... Non, ethnique. Ça reste des anglophones. On les appelle les anglos au Cameroun. D'accord. Et donc, voilà, ils veulent juste être rattachés pour certains au Nigeria. Ou de bien devenir totalement indépendants. D'accord. Est-ce que beaucoup de Camerounais que je rencontre me disent que le Cameroun est un micro-Afrique. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un pays qui a multitude d'ethnies, totalement différents les uns des autres. Donc, qu'est-ce qui différencie eux par rapport aux autres les anglophones des francophones. Quelle est la langue? Oui, en fait, on va dire que bon, le Cameroun, c'est divers.
C'est vraiment divers. Et lorsque vous allez d'une région à une autre, il y a vraiment beaucoup de différences. Au niveau géographique, apparemment, c'est déjà les cas. Il y a des zones désertiques, il y a des zones c'est ça, beaucoup exactement. plus... Au nord, c'est désertique. Au sud, c'est beaucoup plus flamboyant avec la forêt équatoriale. À l'ouest, vous aurez des hauts plateaux. Et donc le nord-ouest, sud-ouest, où ils sont concernés donc, par ces revendications-là, se définissent plus en réalité comme étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, attachés au Nigeria, mais surtout, ils ne se reconnaissent pas en réalité dans ce qui est proposé au Cameroun pour la plupart. Donc ils souhaiteraient cette indépendance-là. D'accord. Et au niveau des ressources, est-ce que le Cameroun est un pays, parce qu'on entend souvent que les pays africains, de toute façon, ils ont des minerais, ils ont des bois. Quelles sont les ressources du Cameroun? Oui, le Cameroun a du pétrole, le Cameroun a différents minerais, le Cameroun, c'est... Elle a du gaz aussi. Elle a du gaz, effectivement. Donc oui, le Cameroun est un pays riche dans son sol, avec vraiment une réelle diversité, mais qui ne se voit pas uniquement dans les minerais, dans le pétrole. On voit aussi qu'il y a tellement une grande diversité de plantes, qu'il y a du bois aussi. On a énormément de bois. Précieux, il y a une forêt équatoriale qui est luxuriante. Donc effectivement, il y a beaucoup de ressources au Cameroun. Et ces ressources, il en profite la population? Non, je ne peux pas dire qu'elles profitent aujourd'hui à la population parce qu'elles sont en général exploitées par les grandes puissances. Donc aujourd'hui, par exemple, le pétrole, c'est Total qui a la même mise dessus. Au niveau du bois aussi, effectivement, il y a des grandes multinationales qui ont la même mise dessus aussi sur les minerais. Aussi la Chine aussi est vraiment bien implantée au Cameroun. Donc effectivement, ça ne profite pas au Cameroun. Alors, pour se poser cette question, qui est le titre de notre émission, Paul Biya, candidat à son 8e mandat. La question est, pourquoi faire? Alors, c'est une très bonne question, car aujourd'hui, nous arrivons en réalité à la fin de son 7e mandat. Ça fait déjà quasiment 42 ans. En octobre prochain, tout octobre à fait, 2025. Tout à fait, donc ça fait déjà une quarantaine d'années qu'il est au pouvoir. Il a pris en 1982. Une cinquantaine. Non, il a pris, oui, si vous comptez le fait qu'il n'était pas président, il a été Premier ministre, effectivement, à partir de 1975. Bon, aujourd'hui, il a 43 ans de pouvoir. C'est assez difficile à comprendre, effectivement, la raison pour laquelle il se présente. Parce qu'il n'a pas encore... Il n'y a personne? Non, parce qu'il n'a pas encore étalé en réalité son programme politique. Donc, on ne sait pas exactement quelles sont les grandes orientations de son nouveau mandat. Maintenant, vous avez posé une question, est-ce qu'il n'y a personne? On va dire qu'aujourd'hui, effectivement, bon, il y a M. Maurice Kamto qui est un opposant qui a été déclaré en 2018. Bon, il a des petites difficultés à pouvoir se présenter aujourd'hui. Il a même mis en place, pour la petite histoire, une levée de fonds de 6 milliards de francs CFA pour pouvoir soutenir sa campagne. Je pense qu'il va y arriver. Il y a d'autres candidats comme Cabral Libi qui sont des potentiels candidats au Cameroun, effectivement, pour reprendre la présidence. Cabral, lui, et son parti soutient aujourd'hui Paul Biya. D'après, effectivement, les dernières informations qu'on a eues, oui, le PCRN soutient la candidature de Paul Biya, tout à fait. Donc, les partis politiques aujourd'hui, on va dire, grosso modo, ils soutiennent Paul Biya. Ça veut dire qu'il n'y a personne, on relève au Cameroun, même au sein des partis du président, il n'y a personne qui peut répondre à remplacer un président à 93 ans qui est au pouvoir depuis 50 ans, il n'y a personne. Alors, pour être totalement concret, bon, à moins que les Camerounais ne veulent pas être ce record d'être le seul pays au monde qui a un président de 70 ans. Alors, d'un point, on va parler. 70 ans. Je vais prendre votre question de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est au niveau de son groupe interne. Il est très difficile aujourd'hui de voir un dauphin émerger. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Paul Biya a été mis en place pour qu'il serve Paul Biya en réalité. Et Paul Biya représente les institutions, représente son parti institutionnellement. Donc c'est très difficile aujourd'hui de voir un dauphin émerger. Et on l'a déjà vu dans les différentes interventions que son camp, que ce soit le président national, que ce soit le président du Sénat, que ce soit d'autres cadors de la scène politique, du parti politique de M. Paul Biya, le soutiennent. Donc déjà dans son camp, je pense que c'est fini. Il sera le candidat. Ils ont le même âge. Ils ont quel âge déjà, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, qui sont on va dire, dans l'appareil politique camerounais? On va dire qu'ils ont tous âges. Maintenant, ceux qui décident, ceux qui sont à des postes à responsabilité, très hauts postes à responsabilité, effectivement, ils ont un certain âge quand même. Ils sont assez c'est-à-dire?
Aux alentours de... Dans les 80, entre 80 et 90 ans. Donc, c'est des Paul Biya bis. Je ne dirais pas des Paul Biya bis parce qu'ils ont leur portefeuille bien alloué chacun, mais effectivement, ils le soutiennent. D'accord. Donc, chacun, il est là depuis combien de temps? Depuis le début? Chacun, c'est lui qui est... Ceux qui sont présents, effectivement, à des postes à responsabilité, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Non, le Sénat a été créé beaucoup plus tard, en 2010-2011. Donc, mais c'est toujours le même qui est là. Effectivement. Donc, on ne change pas au Cameroun? En tout cas, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Il y a renouvellement de la classe politique ou bien même administratif? Non, administratif, si. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles personnes, effectivement, il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre le pas, mais à des postes à responsabilité quand même. Limité. On peut constater qu'il y a les grands, on va dire, postes, grandes responsabilités, c'est toujours les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas de renouvellement. On arrête. Les grandes postes à responsabilité, bon, pour certains, oui, pour d'autres, non. Par exemple, le Premier ministre, il change beaucoup. Il y a eu M. Finémon Yang, ils sont de différentes ethnies et ils changent beaucoup. Donc, ce n'est pas vraiment lié à la longévité. Maintenant, à des postes à responsabilité, comme par exemple le président du Sénat, effectivement, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils ont un certain... Les généraux? Les généraux aussi, il y a certains généraux, effectivement, qui sont assez âgés. Qui ont démarré avec le président. L'autre point qu'on connaît, le Cameroun, c'est le pays est un pays accueillant au niveau des réfugiés. Il y a, on dit, presque 1 demi-million de réfugiés. Tout à fait. Il y a des réfugiés camerounais qui partent ailleurs à cause de cette guerre, mais les pays accueillent beaucoup de réfugiés. Tout à fait. Aujourd'hui, Paul Biya a 93 ans. Quel est le plan B? Si c'est un humain? Ou est-ce que pour les Camerounais, ce n'est plus un humain, c'est vraiment quelqu'un qui peut durer... Non, vous savez, non, effectivement, personne n'a encore cette faculté-là. Non, je pense que effectivement, bon, avec l'âge qui s'avance, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de dauphin déclaré. Donc, le Cameroun n'a pas réellement pensé au renouvellement. Bon, il y a des élections qui seront ouvertes. Tous ceux qui ont la capacité de se présenter le feront. Qui peut se présenter dans ces élections octobre Il suffit d'avoir les parrainages. Si vous avez les parrainages, vous pouvez vous présenter. Mais il faut avoir un parti politique qui ait des élus locaux. Et tous les partis politiques, en gros, la majorité soutiennent quand même les présidents. Vous parlez des 369, c'est ça? Oui. C'est très difficile à dire parce qu'il faudrait... Est-ce qu'ils fonctionnent déjà, les 369, ou est-ce que... C'est la bonne question en réalité. Je pense que pour une grosse partie, ils ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ils sont juste sans doute enregistrés. Mais si jamais on s'attarde réellement pour voir le fonctionnement de ces micro-partis, effectivement, ils soutiennent plus ou moins les gros partis qui sont déjà assis. Les États-Unis, avec 300 millions d'habitants, ils n'ont que 2 partis. Pourquoi le Cameroun, avec 28 millions, elle a 369 partis politiques? C'est la pluralité du jeu politique camerounais. Vous savez peut-être qu'il y a... C'est lié à quoi? C'est lié à l'histoire. Sans doute l'histoire du Cameroun. À des problèmes claniques, ethniques? Non, je ne dirais pas que ce sont des problèmes claniques, ethniques. Je pense que c'est la diversité politique du Cameroun peut-être reflète en réalité ces ethnies, effectivement, mais ce n'est pas un conflit ethnique, mais effectivement, ça doit sans doute représenter les différentes ethnies et des localités, etc., qui se mettent ensemble pour faire de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas quelque chose d'autre qui est caché derrière ces partis politiques on crée un parti politique peut-être même pour utiliser les ressources du pays? Est-ce que ce n'est pas un moyen d'aider certaines personnes à trouver... Est-ce que ce n'est pas de l'entreprise? Alors, je pense que effectivement, au lieu de créer une entreprise, on crée un parti politique c'est très difficile à dire. Maintenant, effectivement, on va dire que la vie politique camerounaise est assez prenante. Il y a beaucoup d'élections, comme dans différents pays. Et effectivement, qui dit élection dit forcément cash, parce qu'il faut battre campagne. Vous savez, une élection, ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, sans doute que ces partis politiques, je pense qu'ils sont indépendants, ça c'est sûr, et qu'ils proposent sans doute à des partis qui sont déjà plus assis leur service d'une certaine manière, ou bien la possibilité de micro-entreprises. Je ne dirais pas micro-entreprise, mais effectivement, il doit y avoir un jeu politique, vous savez, c'est comme dans tous les pays. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui émergent, qui veulent changer les choses au Cameroun, comme ce qui s'est passé au
au Sénégal ou dans d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes aujourd'hui camerounais? Pourtant, les Camerounais sont éduqués, il y a des bons, on va dire, professeurs, des bons docteurs, des bons... Pourquoi on a l'impression que le Cameroun est figé? En fait, alors il faut savoir que effectivement, Pour ne pas dire fossilisé. non. Bon, alors il faut savoir effectivement que le Cameroun a beaucoup d'intellectuels. Ça, Oui, justement. ça c'est lieu de le dire. Écrivains, intellectuels, journalistes. On va dire que l'appareil politique qui a été mis en place, d'une certaine manière, ne pousse pas à la pluralité. Bien sûr qu'il y a une pluralité politique dans les textes et aussi au niveau du jeu politique, mais l'appareil est peut-être un peu trop centralisé. Ce qui fait qu'il y a une difficulté d'alternance de la manière dont les choses ont été pensées dans le jeu politique camerounais. Donc je pense que c'est ça le problème central. D'accord. Donc ce n'est pas un problème de manque, on va dire, de ressources humaines, non. Intellectuelles, non. Ce n'est pas le problème. C'est peut-être qu'il faudrait repenser l'appareil politique camerounais pour pouvoir l'ouvrir et permettre qu'il y ait plus de possibilités, qu'il y ait des candidats qui ont la possibilité de gagner. Donc les Camerounais attendent en fait qu'on ouvre le jeu politique pour qu'ils puissent changer quelque chose. Vous savez, tous les changements ne passent pas forcément par la politique. Mais si on se base d'un point de vue de la politique, effectivement, je pense que, bon, aujourd'hui, il y a le multipartisme au Cameroun, il ne faut pas l'oublier, ça c'est important de le dire. Tout le monde avec 360. Voilà, tout le monde peut partir. On voit que... Mais effectivement, bon, on peut quand même se poser des questions parce que le président est là depuis ce 8e mandat. Donc on ne peut pas faire comme si, effectivement, c'est quelque chose qui est normal. Voilà, c'est quelque pas normal. Qu'il y a qu'il n'y a pas d'ouverture, on va dire. On ne peut pas ne pas se poser la question sur cet élément-là. Et c'est pour ça qu'il faut en discuter pour trouver peut-être une nouvelle manière de fonctionner au Cameroun. Est-ce que l'économie et la politique sont dissociées au Cameroun? Est-ce qu'il y a un moyen pour les Camerounais de ne pas être dans l'action politique et de faire du commerce, d'entreprise et voilà, oublier complètement la politique et faire autre chose? Est-ce que c'est dissocié? Alors, ça dépend à quelle échelle. Tous les Camerounais ont la possibilité d'ouvrir des commerces pour pouvoir vendre, que ce soit différentes denrées, du poisson, etc. Je prends cet exemple-là. Oui, donc le Camerounais a la possibilité de créer son business, créer son marché. Maintenant, il est mieux. Ouais. Il est mieux d'avoir des accointances politiques parce que ça facilite au niveau. Bon, mais ça c'est partout. Ça facilite la possibilité d'avoir peut-être des droits de douane plus bas ou la facilité de faire venir ses marchandises. Ça, vous savez, c'est pareil partout, on va dire. Le Cameroun n'est pas un cas d'école. D'accord. On arrive presque au terme de notre émission. Dans cette élection, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a, on va dire, même le minimum d'inconnus? Est-ce qu'on connaît les résultats déjà? Ou est-ce qu'il peut y avoir un challenger? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut gagner cette élection sans que ce soit Paul Biya? Alors, nous sommes à peu près 9 mois des élections. Vous savez, c'est la politique. Il y a toujours une possibilité de surprise. Oui. Il y a un candidat qui peut émerger et remettre les choses en question, au moins nous permettre de nous questionner. Maintenant, quant à l'issue, si vous me posez la question aujourd'hui, l'issue du scrutin, je pense que ça va être difficile de battre le candidat Paul Biya s'il se déclare de manière officielle pour les élections. D'accord. Donc, voilà, l'inconnu, c'est Paul Biya. L'inconnu, c'est... la santé de Paul Biya et Paul Biya lui-même. Mais le résultat, ils sont connus. Je ne dirais, il est là. Je ne dirais pas ça parce que, comme j'ai dit, le jeu politique est ouvert. On verra. Il peut y avoir des surprises, mais effectivement... Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à 9 mois à l'élection présidentielle, est-ce qu'il y a un candidat qui peut, il peut créer, on va dire, un espoir, il peut créer le changement? Alors au Cameroun, vous allez voir qu'il y a beaucoup lorsque vous discutez avec des différentes parties prenantes, que ce soit les figures emblématiques de l'opposition, que ce soit les lanceurs d'alerte, que ce soit des personnes qui sont influentes, vous verrez qu'elles ont soif pour certaines de changement de cap.
Maintenant, à savoir s'il y a un candidat qui pourrait créer la surprise, Oui, il y a c'est peut-être M. Maurice Kamto, Ouais. éventuellement, qui pourrait créer cette surprise. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, donc en février, il est le seul potentiel à pouvoir réellement gagner ces élections, si ce n'est pas M. Paul Biya. Pourtant, on a, au niveau de la structure du système politique au Cameroun, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des corruptions, il y a des ministres qui sont emprisonnés, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas ailleurs. On n'a pas l'impression que c'est tout un système qui est lié. On a l'impression que même s'il y a des ministres, même s'il y a des premiers ministres, s'ils font des choses de corruption, s'ils font des choses qui ne sont pas acceptées, ils vont en prison. Comment se fait-il qu'au Cameroun, il n'y a pas plus d'opposition lorsqu'on voit des ministres qui sont mis en prison, lorsqu'ils sortent ces ministres-là, certains bois, pourquoi ils ne se mettent pas contre le régime? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est peut-être une question de loyauté envers celui ou enfin, les personnes qui les ont nommés à ces postes-là. Peut-être qu'il y a de la loyauté, peut-être qu'il y a de la... Loyauté, ils ont été mis en prison. C'est compliqué à dire. Bon, vous savez, en général, ils sont mis en prison pour des faits qui sont avérés, parce qu'il y a tout un processus judiciaire derrière qui s'enclenche. Donc la justice fonctionne. La justice fonctionne dans ces cas-là. Effectivement, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'il y a tout le jeu juridique qui se met en place. Ils peuvent faire appel de la décision, etc. Et ils finissent en prison. Et si jamais, dans ce cas-là, le jeu juridique a été respecté, c'est très difficile de remettre en question leur condamnation. Donc, la justice est dissociée du pouvoir, on va dire... en tout cas, dans sa manière de fonctionner, c'est-à-dire, et dans les statuts, la constitution camerounaise, oui, elle est dissociée. Pourtant, il y a eu des faits graves qui sont passés. Il y a des meurtres de journalistes. Et celui du journaliste Sonko, Martinez Zogo. J'ai lu un article où le président Paul Biya a, on va dire dissous, en tout cas renvoyé les juges et les procureurs. Est-ce que c'est quelque chose qui montre l'indépendance de la justice? Bon, en effet, lorsque vous avez ce cas de figure, de vous à moi, je n'ai pas lu l'article en entier, donc je ne connais pas réellement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais si on se base d'un point de vue littéral et qu'on se base uniquement sur le titre, effectivement, il y a un problème qui se pose si jamais il a été renvoyé, comme c'était dit dans l'article. Dans le titre de l'article. Oui, dans le titre de l'article. Voilà. Effectivement, là, il y a un problème qui se pose. D'accord. Et comment ça s'est terminé déjà cette affaire du journaliste Marcel Songo? Martinez Zogo, oui. En fait, il y a eu des cadors, vraiment des barons du régime qui ont été mis en prison aux arrêts. Oui. D'accord. Et on a entendu aussi qu'il y avait un autre journaliste qui a été... Ces faits des journalistes qui sont tués au Cameroun, on a l'impression que c'est devenu presque une habitude maintenant au Cameroun. Ça choque pratiquement pas la classe politique ni les journalistes camerounais. Bon, vous savez, l'histoire de M. Martinez Zogo, je pense que c'est quand même une histoire qui a cristallisé, qui a beaucoup choqué au Cameroun. Vraiment beaucoup choqué. Il y a eu beaucoup de réactions de différentes classes politiques, aussi des lanceurs d'alerte et des personnes de l'opposition, et aussi même au sein du gouvernement, qui ont totalement, c'est-à-dire pointé du doigt cette barbarie, parce que c'est le mot. C'était une barbarie, oui. C'est le mot. Donc, il y a toujours quand même au niveau des... Est-ce que les journalistes peuvent travailler au Cameroun? Est-ce qu'il y a des médias, on va dire, qu'on peut qualifier indépendants et qui peuvent travailler? Oui, les journalistes, il faut quand même le dire, ont la possibilité de critiquer le gouvernement. Ça, ils ont la possibilité de le faire, parce qu'il y a des magazines satiriques, comme par exemple le Populi, je prends cet exemple, où vous avez des radios comme une qui s'appelle Radio Balafon, ou qui peuvent, c'est-à-dire d'une certaine manière, dénoncer ce que fait le gouvernement. Maintenant, effectivement, peut-être à divers degrés. Je ne dirais pas qu'il y a des limites, mais peut-être à divers degrés. Peut-être que dans certains pays, on verrait ça plus comme étant
c'est-à-dire qu'on n'irait pas assez loin. Dans d'autres pays, on trouverait que ça va trop loin. Donc, en fait, c'est deux poids, deux mesures. Ça dépend de la situation du prisme dans lequel on se place. D'accord. On arrive au terme de notre émission. Je pense que vous avez éclairé beaucoup de Djiboutiens et beaucoup d'Africains, beaucoup on va dire aussi des auditeurs européens aussi qui nous suivent. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi Paul Biya est irremplaçable au Cameroun? Pourquoi on arrive à son 8e mandat si effectivement il se déclare candidat et qu'il gagne à la prochaine élection en 2025, octobre 2025. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous écoutent, de Yaoundé et de Douala, qui vont également et aussi se poser des questions. Pourquoi le Cameroun est un cas à part en Afrique? Il y a des changements, il y a des coups d'État, mais le Cameroun reste une stabilité. Est-ce qu'il faut cette stabilité? Et ma dernière question, est-ce que les Camerounais ne préfèrent pas remplacer le nom du président pour être roi? Est-ce que ce n'est pas plus simple? Non, je ne pense. Enfin, au niveau constitutionnel, ce n'est pas possible d'abord. Il faudrait changer la constitution et pour ça, il faudrait que les instances dirigeantes en fassent la demande. Je ne pense pas que ce soit l'agenda aujourd'hui et la préoccupation, je pense, de ce régime aussi des Camerounais pour l'instant. Et si je reviens encore à ma question, si Paul Biya aujourd'hui meurt, c'est quelque chose qui peut arriver, à tout le monde, oui, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, au Cameroun? Pour être honnête avec vous, c'est très difficile de faire des suppositions parce que c'est un cas de figure quand même assez particulier. Bon, il faut être clair, on a connu ce président depuis 43 ans aujourd'hui. Ce qui fait que l'après Paul Biya est très très difficile à prédire dans le sens où moi personnellement j'étais pas encore né lorsqu'il a pris le pouvoir, donc on a très peu de vision, de visibilité par rapport à ce qui va se passer dans la suite. Donc l'inconnu. C'est l'inconnu total. Ok. Merci. On va terminer sur ce point. Après Biya, l'inconnu au Cameroun. On espère que cet inconnu sera mieux pour les Camerounais. Donc merci encore. Frédéric Chungi, merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le continent. Merci.